On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va revenir sur les dernières nouvelles d'Apple. Beaucoup d'actualités tout de suite. C'est le sommaire. Les virus sur Mac, impossible selon Apple qui ont fait l'un de ses meilleurs arguments de vente face aux PC sous Windows, mais c'était avant l'arrivée de Flashback, un malware qui aurait infecté près de 600 000 Mac de par le monde. Alors macOS est-il vraiment en danger? Débat en compagnie de Jack Naon d'Intego, un spécialiste de la sécurité. Sans oublier retour sur l'annonce du rachat d'Instagram par Facebook, et ce pour une somme faramineuse, tout comme les chiffres de prévision de vente de tablettes de l'Institut Gartner, qui devraient doubler d'ici la fin de l'année. On refait le Mac épisode 99, virus, l'invasion a-t-elle commencé? Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec comme chroniqueur cette semaine, de retour dans On refait le Mac, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, alors je voudrais rassurer mes amis et ma famille, enfin tous les gens qui sont sur Twitter. J'ai lu des tweets quand même curieux, je suis parti 2 semaines, j'ai quand même plus le droit à des tweets sur ça y est, ils ont évincé Cédric, enfin bah non, ouais, on y est arrivé. On en a marre de Google quoi. Cédric, on en a marre. N'importe quoi. Mais c'est drôle parce que du coup il y en a qui se sont lancés sur des débats, enfin c'était voilà, non voilà, je vous rassure, j'étais juste en vacances. Enfin, c'est des choses qui arrivent, quoi. Voilà, pas tout le temps. Non, rarement. Assez rarement pour que, bon. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Mac, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Non mais moi je confirme, on a bien essayé mais il revient, il s'accroche. d'évincer Cédric parce que... On l'a vu toucher un PC une fois, et ça on lui pardonne pas. Non, on n'attendra jamais. Je crois même qu'il y en a un pas très loin de lui d'ailleurs. Bon, non seulement une fois j'ai touché un PC, mais en plus j'ai aimé ça. Et il paraît même qu'il a un téléphone sous Android. Maintenant le putsch n'a pas marché, je crois qu'il s'est allié avec Rodrigo ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas ce que leur a fait Google, mais lui vous verrez, Google, vous y viendrez vous aussi. Ouais, un jour peut-être. Mais bon. Et dernier chroniqueur, lui qui est toujours aussi fidèle, hein, c'est Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo, comment ça va? Salut Olivier, t'as oublié de dire chilien. Tu sais ça? Aussi. Oui. Alors, ce soir, je consomme avec modération Cabernet Sauvignon, chilien, Valle del Maipo. Il y a différentes vallées qui produisent du vin au Chili. J'étais un peu inquiet, parce que j'ai regardé dans mon bouquin des vins chiliens. C'est un queula. Je ne connaissais pas du tout. Non. Ouais, j'ai ramené ça de la base. Mais c'est pas vraiment du vin, Rodrigo. Mais tu nous disais hors antenne qu'il n'était pas terrible. Et en fait, je suis assez étonné, il est vraiment pas mal. Je l'ai ramené il y a 4 mois. C'est bien. Regardez bien l'image, là il est encore assez frais, hein, vous voyez, il a les yeux, il a le regard vif. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'émission... La truffe humide. Voilà. Pour les coups de cœur, ça risque d'être plus compliqué. Voilà. Moi, je voudrais rappeler pour les mécréants quand même, quand le phylloxéra a décimé le vignoble français au début du siècle, vous avez reponté sur des porte-greffes des plantes qui venaient du Chili. Alors celle-là, tous mes amis chiliens, parce que tu n'es pas le seul ami chilien, je pense à Victor, il se reconnaîtra, il me rappelle chaque fois cette anecdote, à savoir que s'il y a encore du vin en France, c'est grâce aux Chiliens. Bah tant mieux, écoute, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Bref, alors avant de retrouver Jack Naon, on est beaucoup plus discret que les Corses, nous. D'Intego, qui nous aidera à faire la lumière sur l'affaire de la semaine concernant le monde Mac, à savoir l'arrivée des virus. Un point sur les autres faits majeurs de l'actualité Apple cette semaine, Apple ou high-tech en général, a commencé par, messieurs, le rachat d'Instagram par Facebook pour la somme faramineuse d'$1 milliard. Cela pour une société qui emploie quelque chose comme 13 personnes. 12. Et qui, 12, allez. Alors ça varie de 12 à 15 sur le web. Et qui n'existait pas il y a 2 ans et qui génère accessoirement aucun revenu aujourd'hui. C'est quand même une somme énorme, messieurs, et qui a fait légitimement réagir sur le net et ailleurs. Alors pensez-vous que ce soit, et ça c'est une question sur mesure pour Rodrigo, que ce soit le retour d'une bulle spéculative sur les valeurs Internet? Monsieur Rodrigo, pardon. Je suis un peu étonné. Oh.
Non, je suis un peu étonné parce que j'ai pas regardé le détail. C'est un deal qui est cash et action. Les actions de Facebook, c'est une machine à imprimer du cash aujourd'hui. Hein, ça va entrer en bourse à 100 milliards probablement. Facebook n'est pas encore coté. Hein. Oui. Ça tapera probablement 150 milliards assez vite. Ouais, j'ai lu jusqu'à 8. Ouais, c'est ça, jusqu'à 100 milliards, au moins 100 milliards de dollars de valorisation. Donc je sais pas combien en cash, j'ai pas regardé. Donc après j'ai vu quelques chiffres, les ratios. On paye l'utilisateur d'Instagram 33 $ par utilisateur. C'est pas beaucoup. Hein, je vous rappelle par exemple Free, c'est 36 € par mois. Hein, le revenu par utilisateur. Tu confonds le prix et le revenu, je comprends rien. Tu confonds mon salaire et mes économies. Enfin, c'est je confonds 30 millions d'utilisateurs pour. Je confonds pas. Laisse-moi terminer. Donc 33 $, on est dans les 25 €. Dans les 25 €, si on divise par 2, on est à 2 $ par mois. Donc on est dans des ratios. Free, ça dégage 10%. Net. Donc on est dans des ratios comme Free. Le problème, c'est qu'Instagram ne monétise rien. Bah ouais. Et surtout, c'est un logiciel, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui a eu un développement phénoménal. Ils ont créé une catégorie qui était non pas la prise de photo, mais la prise de photo avec effets spéciaux. Et le partage. Et le partage, c'est très simple à copier, c'est très simple à refaire. Il y a plein de boîtes qui ont essayé de faire pareil après. Il y a Epstamatic qui a fait ça aussi en son temps. Oui, il y a Epstamatic, il y a Path qui fait ça maintenant, enfin tu vois. Mais c'est parti très très vite. Et alors moi je me souviens, j'étais dans la Silicon Valley au moment où ils ont levé leur premier tour. J'ai rencontré des investisseurs qui me disaient ils n'arrivaient pas à avoir un rendez-vous avec les mecs d'Instagram. Les types ont été sursouscrits dès le départ. Déjà, alors qu'ils démarraient entre nous juste le logiciel très très cool. Donc il y a eu un effet comme on dit chez nous, enamoramiento. Hein. Les gens sont tombés en amour, hein, pour les Canadiens, avec Instagram très vite en termes d'usage. Puis ça a été copié. Puis ça s'est développé très vite. Hein. Donc on dit 30 millions d'utilisateurs. Alors, je trouve ça cher. Moi, je trouve ça très très cher. Je trouve ça très très cher. Si c'est du cash, je sais pas quel est le montant du cash. Je rappelle qu'on compare partout sur le web avec YouTube. YouTube, c'était 1,7 milliard, mais c'était que du papier. Non, c'était bien du cash. 1,6 milliard. C'était que du cash. Non, c'était du papier. YouTube, c'était du papier. C'était 100%. C'était du papier. Mais oui, 100%. PayPal 1,5 milliard en 2002, Rodrigo. Et donc quand c'est du papier, ils ont pris 8%. Google ont pris 8% le lendemain, donc si tu veux, c'était gratuit. Pour ces gens-là, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut comparer le potentiel, messieurs, et vous pouvez intervenir, hein, que ce soit monsieur... Non, attends, je vais terminer juste mon propos. Alors les deux raisons que l'on voit, que l'on voit sur le web, sur ce rachat, la première, c'est un move défensif. C'est pour empêcher que quelqu'un d'autre n'attrape Instagram et ses 30 millions d'utilisateurs. Je trouve que le switching cost, hein, le coût de passer à quelque chose d'autre est très très bas. Je trouve ça très très cher si c'est un move défensif. L'autre chose que l'on voit, c'est que le web devient mobile complètement, que ça se passe sur le mobile et que là-dessus, Facebook n'est pas en pole position. Et donc le virage mobile a été moins opéré par Facebook qui est plutôt, par définition, sur l'ordinateur. À l'origine, c'est ça. Ça dépend des pays. Hein. Ils ont fait beaucoup de choses sur le mobile, c'était développé. Ils ont 300 millions d'utilisateurs, je crois, sur le mobile. Mais là, il y a peut-être quelque chose sur le fait de développer une communauté sur le mobile. Tu pourras revenir, Rodrigo, pour continuer. On va faire tourner un petit peu la parole parce qu'on est déjà à 7 minutes 50 là. Monsieur X, tu voulais dire quelque chose? Oui, que je trouve cette nouvelle ahurissante et sans l'avoir étudiée plus en profondeur, je trouve ça a priori débile. Débile parce que parmi les 30 millions d'utilisateurs d'Instagram, doit y avoir 29,99 millions d'utilisateurs Facebook. Donc Facebook rachète pas d'utilisateurs Instagram, ils sont déjà tous utilisateurs Facebook. Et que pour $1 milliard, ils doivent pouvoir développer, je sais pas, 10 000 fois une application concurrente d'Instagram. Donc je vois vraiment pas ce qu'ils foutent. Et c'est pas la marque Instagram qui vaut 1 milliard. Moi, je pensais plutôt que c'était un mouvement parce qu'ils ont ni PO, qui sont nerveux, qu'ils n'ont pas vraiment de future introduction en bourse, qu'ils n'ont pas de fonction photo très avancée et qui veulent pouvoir cocher cette case au moment où on a un autre réseau social qui s'appelle Pinterest, qui est un réseau social à base de partage de photos qui part très très fort aux États-Unis
Il y a beaucoup de gens même qui utilisent à parité Pinterest et Facebook. Donc je le vois plus comme un mouvement défensif et financier en prévision de l'IPO pour pouvoir cocher la case. Moi aussi j'ai un truc mobile pour la photo. Mais d'un point de vue rationnel, c'est débile. Acquisition d'utilisateurs, 0. Et prix de l'application, 0. Quoi. Enfin, Cédric, il y a quelques années, ça avait fuité sur Internet. Non, c'était le Financial Times de mémoire qui avait révélé ça. C'est que Facebook avait déjà essayé de racheter Twitter. C'était en 2008. Pour la somme de 500 millions de dollars. Instagram, ça vaut le double de Twitter. Alors attention, d'abord, sur la valorisation d'Instagram, il y a deux trucs. D'abord, Instagram, la semaine dernière, ils ont levé 50 millions de dollars sur une valorisation à 500 millions. Donc c'est pas juste Facebook qui a décidé que ça valait cher. Maintenant, évidemment, une fois qu'ils avaient levé à 500 millions, pour que les investisseurs s'y retrouvent, fallait bien offrir plus. Donc 1 milliard, c'est bien, c'est un chiffre rond. Et comme Rodrigo l'a dit, ils vont s'introduire autour de 100 milliards. Donc si dans ton esprit d'investisseur, ça augmente 1% d'1% la valeur de Facebook, pour eux déjà ils sont remboursés. L'autre truc c'est sur le nombre d'utilisateurs. Pendant très longtemps, et j'étais le premier à m'en plaindre ces derniers mois, Instagram était iOS only et je dirais pas qu'ils sur Android. Bah oui, mais non seulement il est arrivé sur Android, mais les 6 premiers jours, il a fait 5 millions de downloads. Mais c'est gratuit. Et alors, c'est pas la question. Ouais, bon, ce que je veux dire, et je suis pas le seul à le dire, notre ami commun Om Malik sur le site gigahome.com le dit très bien. Il dit Facebook a regardé les projections et a dit mais à la fin de l'année ils seront 100 millions. Et 100 millions, on commence à rentrer dans la zone de ce qui ressemble à un concurrent pour Facebook. Ouais. Parce que 800 millions d'utilisateurs pour Facebook. Oui, tout à fait. Mais il suffit de rajouter quelques fonctions à Instagram pour en faire un truc vraiment intéressant, de rajouter un peu de messagerie, du check-in. Il y a déjà du check-in en fait. Ils sont très mobiles quand même, Cédric. Hein. Ils sont extrêmement mobiles, mais ils le font extrêmement bien. Alors moi, il y a une chose. Voilà, moi l'appli Facebook, je la trouve lente. On peut le dire. J'irai pas jusque là, mais je la trouve lente. Je la trouve meilleure bizarrement sur iPad qu'ailleurs. Peut-être parce qu'il y a plus de choses à lire en attendant que ça charge. Voilà. Et du coup, ça fait sens. Et de fait, évidemment, c'est défensif. C'est pour éviter que Google ne fasse la même chose. Moi, je me rappelle toujours de ce que racontait dans un docu très bien qui s'appelle Quand l'Internet fait des bulles, Marc Simoncini, qui est maintenant patron de Mythique, de plein de choses, à Jaina Capital et tout ça, et qui, quand il a vendu... Très bon documentaire avec un Chilien barbu à l'intérieur. Oui, c'est vrai qu'il y a Rodrigo à l'intérieur du documentaire de Benjamin Rassa. Vous cherchez Quand l'Internet fait des bulles sur Dailymotion, vous pourrez le voir. Voilà. C'est l'histoire de la bulle Internet en France. Et il y a une interview de Marc Simoncini géniale qui explique comment et pourquoi il a vendu eFrance à l'époque. Souvenez-vous, eFrance, un site portail, à Vivendi. Il l'avait vendu, je crois, 180 millions d'euros. Et il explique pourquoi il l'a vendu. Il l'a vendu parce que, souvenez-vous, là encore, les plus anciens d'entre nous se souviendront de Multimania. Multimania qui s'était introduit en bourse et qui avait élevé je sais pas combien sur une valorisation délirante. 550. Voilà. C'est ça. Et lui disait, ça vaut pas ce prix-là, je le sais, il est donc urgent que je me vende avant que tout le monde s'en aperçoive. Et il a vendu 180 millions à Vivendi. Et on lui dit, mais c'est vraiment ça que ça vaut, eFrance ? Et son analogie est géniale, je la ressors tout le temps. Il dit, bon, allez, un briquet, ça vaut combien ? Ça vaut 2 euros. Maintenant, ce même briquet, si vous êtes seul la nuit dans la jungle et il pleut, il vaut combien ce briquet tout à coup ? Il vaut plus 2 euros. Eh ben Vivendi à l'époque, ils étaient seuls et dans la jungle et il pleuvait et il faisait froid ils ont fait et dans le noir. Et là c'est pareil, la question c'est pas de savoir si ça vaut 1 milliard, c'est est-ce que ça vaut 1 milliard pour Facebook ? Et 1, oui, et 2, Facebook est dans des conditions où ils peuvent se permettre de le racheter. Ouais. Mais de fait, on est bien d'accord que le logiciel Instagram, ça vaut 5 millions, ça vaut 3 millions, ça vaut moins d'1 million à développer soi-même. Hein. Alors l'autre fait de la semaine, messieurs, je le disais en préambule, c'est l'annonce de Gartner quant à la prévision, la projection des ventes d'iPad, plutôt de tablettes dans le monde. Elles vont carrément doubler pour l'année 2012. Hein. Cette année, il s'en est vendu en 2011. Il va s'en vendre, 118 millions dans l'année 2012, soit près du double de l'année 2011. C'est-à-dire ça représente 73 millions d'iPad, 38 millions de tablettes sous Android, 4,8 millions de Windows, alors que la tablette n'est pas encore là, et 2,6 millions pour RIM. Étonnant ce chiffre. Et le plus fort, c'est pour la projection jusqu'en 2016, alors qu'il s'est vendu en 2011 60 millions de tablettes. En 2016, il s'en vendrait 369 millions. Ça représenterait près de 169 millions d'iPad, 137 millions d'Android, 43 millions de Microsoft et 17 millions de BlackBerry, c'est énorme, de RIM. Alors messieurs, vous y croyez ? Comment on peut faire des calculs pareils ? Moi j'ai du mal. Qui veut prendre la parole ? Monsieur X. Oui, je veux prendre la parole. Mais simplement en préambule de cette belle analyse, il faut quand même se rappeler que Gartner
est une société d'analyse privée dont le job est de faire des prédictions. Et de faire parler d'elle. D'utiliser les journalistes comme caisse de résonance pour en parler. Donc, le plus mirifique sont les chiffres, le mieux. Et ensuite, d'aller la vendre aux fabricants informatiques concernés, aux directeurs des systèmes d'information des entreprises pour qu'ils alignent leur politique d'achat, par exemple, ou leur politique de gestion de parc sur les prévisions de Gartner. Si on avait cru Gartner dans les 10 dernières années, Apple serait mort et on serait tous équipés d'ordinateurs où il n'y aurait pas de disque dur dessus, pas de système d'exploitation, connecté en remote avec Citrix à un serveur Windows Server. Voilà. Donc il faut savoir raison garder et en termes de stratégie ou de projection, il est bon de le rappeler, il est plus facile de faire des erreurs que de prévoir la réalité. Donc on sait que le marché va croître, qu'il va croître beaucoup. Maintenant, est-ce que ça va être x2, x6 ou ça va stagner? Personne ne le sait. Le dernier exemple en date... x6 selon Gartner. Ouais, le dernier exemple en date, c'est le EEPC, Olivier, rappelle-toi, il y a de ça 2 ans. On disait le EEPC va remplacer l'ordinateur. Le EEPC a disparu. Oui, ça c'est un peu à cause de l'iPad aussi, mais bon, passons. Une petite réaction peut-être, Cédric? Il y a un chiffre qui me fait tiquer là-dedans. Moi, je suis ravi qu'il y ait des gens qui arrivent à suivre, à prédire la courbe du futur de BlackBerry. J'espère que ce ne sont pas les mêmes qui font les prévisions pour les élections, hein, mais bon, passons. Non, moi je reviens du pays du BlackBerry et je vous jure que j'ai senti la déprime dans les rues. Tabernacle, là. J'étais à Toronto et ouais, c'était pas... Bah. Et sur le reste, que dire quoi. Devinez aujourd'hui comment vont performer les tablettes sous Windows 8. Il peut se passer tellement de choses d'ici là. Il peut se passer tellement de choses. Regardez, pas plus tard que, je sais pas, dans 2 mois. Dans 2 mois, il y aura Google I.O., la conférence développeurs de Google, où Google pourrait ou pas dévoiler une tablette Galaxy Nexus qu'il ferait avec Asus ou Acer, je ne me souviens plus. Et picousé ce garçon. Hein. Mais je suis pas picousé, j'essaie d'aller à Google I.O. Mais c'est quand C'est fin juin. Le détail, c'est le prix. Non. On dit elle pourrait être à $150. Si tout à coup il y a une tablette crédible qui sort à $150, la dynamique du marché elle va changer. Et elle va pas changer en 2016. Elle va changer. Et dans les prévisions de vente de Gartner pour Android, hein, ça évolue bien. Ça passe de 17 millions en 2011 à 37 millions en 2012, plus 30 millions, 60 millions en 2013 et 137 millions en 2016. Mais dans les prévisions de vente, il y a beaucoup de Kindle Fire. Voilà. Mais on arrivera. Oui, mais c'est ça. Mais ça, tu fais un copier-coller de ce qui s'est passé sur la téléphonie, c'est-à-dire un constructeur, 2 constructeurs, 20 constructeurs, 200 constructeurs. Voilà, allez, messieurs, on va revenir au sujet principal de cette émission. On va enfin pouvoir parler de Mac, donc on refait le Mac. Là, bien que concernant ce sujet-là, on s'en serait bien passé, c'est l'arrivée d'un virus sur Mac. Son nom, c'est Flashback. Et pour en parler, nous sommes en duplex avec Jack Naon de l'éditeur Intego. Bonjour, Jack. Bonjour tout le monde, ça va très bien. Bonjour Cédric, bonjour Rodrigo, bonjour Monsieur X, bonjour Olivier. Bonjour, merci d'avoir patienté. Ils sont parfois longs et bavards, hein, les différents intervenants de Refait le Mac. Intego, on le sait pas, tout le monde ne le sait pas, c'est un éditeur français, hein, c'est bien ça, Jack, et voilà, spécialiste dans la sécurité sur Mac. Tout à fait, c'est vraiment notre cœur de business. Intego existe depuis à peu près une quinzaine d'années, fondé en France. Et puis après, effectivement, on a une équipe de développement qui est basée à 100% à Paris. Et puis on a récemment été racheté par un fonds d'investissement américain. Ah, mauvaise nouvelle. Merci, bonsoir. Non, je plaisante, on va continuer. Donc ce que je disais, oui, mais c'est très récent. Ah, d'accord. Voilà, mais effectivement, Intego garde toute sa French touch dans le développement des logiciels et dans la protection des utilisateurs Mac. Alors, bonne nouvelle pour le fonds d'investissement, hein, grande nouvelle, sortez le champagne. Ça y est, il y a un virus sur Mac, Jack. Vous confirmez? Voilà, tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Effectivement, c'est quelque chose on va dire que ça justifie un peu le métier qu'on fait depuis plusieurs années. C'était effectivement, depuis qu'Intego existe, on a sorti une gamme d'outils pour protéger les utilisateurs Mac contre toutes les menaces qui existent. Et effectivement, de plus en plus, on voit, donc surtout dans les 5 dernières années, on a vu une émergence de menaces pour macOS 10. Qu'elle soit au niveau viral ou au niveau
phishing ou spam, etc. C'est vrai qu'on n'avait pas vu, moi en 20 ans, j'exagère, mais en 12 ans de macOS 10, moi j'avais personnellement jamais vu un virus sur macOS 10, si ce n'est dans les laboratoires des éditeurs d'antivirus, pour la petite histoire. Mais bon, bref. Alors là, c'est une vraie menace. Alors, en tout cas, l'arrivée d'un virus sur Mac, c'est plutôt un choc dans la communauté Apple, hein, parce que Apple a longtemps et continue à communiquer sur le fait que les Macs sont immunisés contre les virus. PC, du moins, c'est important de le préciser, du moins sur le site d'Apple. Et la pomme a été plus loin puisqu'elle a carrément diffusé des pubs pour vanter les mérites du Mac par rapport au PC et les virus. Je vous propose une petite séquence rétro. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. À tes souhaits, ça va? Non, ça va pas. J'ai attrapé ce virus qui circule en ce moment. Ah ouais. Tu ferais mieux de rester à l'écart, c'est costaud. T'inquiète pas pour moi, ça ira bien. Non, ne joue pas les héros. L'année dernière, il y a eu 114 000 virus répertoriés sur PC. Sur PC? Pas sur Mac? Attends, bouge pas. Je crois que je vais planter. Si ça peut te soulager. Bah voilà. Alors Monsieur X, effectivement, tu faisais partie d'Apple à ce moment-là, donc Apple vantait et se vante toujours d'être très résistant au virus, et là, ce qu'on attendait, on avait déjà fait une émission il y a plus d'un an sur ce thème-là, c'est ce qu'on appelle un retour de flamme, Monsieur X. Bah, retour de flamme, je sais pas... je sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a apparemment un vrai virus qui se balade, donc le mythe selon lequel le Mac est immunisé au virus, voire totalement au virus, est cassé maintenant. Maintenant, c'était un mythe. Il s'agissait qu'une question de temps pour que ça arrive et de popularité de macOS 10. C'est pas encore tout à fait un retour à la normale par rapport au PC, parce que je sais pas combien il y a de virus sous Windows, mais forcément il y en a beaucoup plus. Des milliers, voire des millions. Et puis c'est certainement moins gênant pour Apple aujourd'hui que ça ne l'a été dans le passé, cette espèce de retour à la normalité. Parce qu'aujourd'hui, le Mac est plus le business numéro 1 d'Apple, Apple est plus dans un mode de survie, et l'argument il n'y a pas de virus sur le Mac, à mon avis, n'est pas le premier argument de vente quand un Mac se vend. Voilà, donc c'est un retour à la normale, un mythe qui est cassé, mais qui se fait à un moment, on va dire, où ça va passer un peu plus inaperçu sans doute. Alors bref résumé un état des lieux concernant Flashback, donc c'est le virus, le malware incriminé. Donc il y aurait aujourd'hui 670 000 Macs infectés à travers de la planète. Pas les miens. C'est ce qui fait J'ai testé. Pardon ? Quand tu googles le truc sur internet, tu peux tester si tu l'as ou pas. Moi je l'ai pas. Mais autour de moi personne là, c'est ça qui est étonnant. C'est ce qui en fait le virus donc le plus nuisible jamais identifié sur Mac. Les États-Unis donc seraient le pays le plus infecté avec plus de 300 000 machines infectées, suivi par le Canada 94 000 machines, au Royaume-Uni 47 000. Bien plus loin, on trouve la France avec 7 891 cas d'infection. Ça fait 0,6% des Macs français infectés. Alors Jack, est-ce que vous pouvez confirmer ces chiffres au sein d'Intego ? Est-ce que vous avez constaté ce problème et est-ce que vous pensez que ces chiffres sont crédibles ? Ah oui, absolument. Effectivement, nous chez Intego, on a analysé les techniques des autres éditeurs qui ont publié ces chiffres et effectivement, on n'était pas en mesure ni d'infirmer ni de confirmer, mais vis-à-vis des techniques qu'ils ont utilisées, il y a de grandes chances pour que les chiffres qu'ils publient soient 100% authentique. Dans la mesure comment on arrive à de tels chiffres concrètement ? Comment on arrive à mesurer ? Donc en fait c'est clairement donc juste pour rappeler un peu ce que Flashback, ce n'est pas un virus en fait, c'est une backdoor en fait. C'est une sorte de cheval de Troie. Alors effectivement, il y a des termes un peu qui sont différents en fonction des types de malware, mais effectivement là, on a affaire à une petite applet Java malicieuse qui s'installe via des pages web piégées. Alors effectivement, c'est peut-être pas la page web qui est piégée, mais ça peut être des liens sponsorisés, des pubs ou des vidéos embarquées sur ces pages web qui abritent cette petite applet Java malicieuse. Si Java est installé sur le poste, donc le Mac de la victime, ce qui n'est pas automatique, puisque notamment dans la version macOS 10 Lion. Tout à fait. Java n'est pas installé par défaut. Voilà. Sur Lion, ça l'était dans Snow Leopard. Ceux qui n'ont pas Java sont immunisés naturellement.
Parce que la faille, c'est pas dans macOS 10, hein, c'est dans la version entre guillemets macOS 10 de Java. Hein, exactement. Le langage Flashback tient compte d'une vulnérabilité qui existe dans Java. Cette vulnérabilité a été découverte au mois de février 2012, donc il y a à peu près 2 mois. Et on a vu tous les autres plateformes, Windows notamment, et Oracle, donc fixer cette vulnérabilité immédiatement. C'est-à-dire qu'ils ont réagi au quart de tour. Voilà, exactement. Et Apple donc a réagi un peu plus tardivement, mais bon, ils sont un peu coutumiers du fait au niveau de la sécurité. Ils mettent un peu plus de temps pour corriger des failles. Ça peut aller de quelques semaines à quelques mois. Et là, en l'occurrence, ils ont mis 1 semaine à corriger la vulnérabilité via une mise à jour de Java sur macOS 10 dès que ce malware a pris un peu d'ampleur. Donc là, voilà. Et puis surtout, ils ont reconnu qu'il y avait le problème, parce qu'au début, ils sont pas réagi au quart de tour. Et ça, c'est un grand pas. Ouais. Alors, concrètement, d'abord, pourquoi la France est si peu touchée par rapport à ces pays anglo-saxons Alors ça, effectivement, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que le logiciel en lui-même a été uniquement codé, dirigé vers des utilisateurs américains. C'est généralement ce qui se passe quand les attaques viennent de l'Europe de l'Est ou de l'Asie. Les hackers ne veulent surtout pas attaquer les citoyens de leur pays, mais plutôt attaquer les utilisateurs des autres pays. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent des attaques venant de Chine ou d'Europe de l'Est vers les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Maintenant, c'est plutôt des sites bien particuliers, on est bien d'accord, Jack. C'est pas n'importe quel site qui héberge ce genre d'applet Java. C'est des sites peu fréquentables, dirons-nous, que la morale réprouve. Hein. La plupart, oui, mais effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de liens qui pullulent à droite, à gauche quand on fait des recherches, etc. On peut être très redirigé très facilement vers des pages web piégées. Et la vraie preuve, c'est qu'il y a quand même 600 000 utilisateurs Mac qui n'ont pas eu le réflexe de se protéger et de voir qu'ils étaient infectés, parce qu'effectivement, la sournoiserie, si je puis dire, de ce malware, c'est qu'il s'installe silencieusement sur la machine et il n'y a aucune activité aux yeux de l'utilisateur pour voir qu'il est infecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ralentissement. Jack, question. Oui. Sournoisement, soit, c'est des méchants. Mais le nombre d'applis qui s'installent tous les jours et qui disent accepter. Maintenant, tous les utilisateurs cliquent accepter sur n'importe quoi. Et c'est un vrai problème parce qu'effectivement, bien que ce soit trop intrusif au niveau de la sécurité, c'est quelque chose à pas du tout mettre de côté. Normalement, on est responsable de tout ce qu'on ouvre et qu'on installe sur sa machine. Et encore plus si on n'a pas de solution de protection comme des antivirus sur sa machine. Mais la plupart des utilisateurs sur OS X aujourd'hui s'installent en mode admin, ils sont administrateurs de leur machine, et quand ils installent n'importe quoi, installez-vous, voulez-vous, oui, 4 fois. Donc on peut installer n'importe quoi avec une version verrouillée de n'importe quoi qu'on a téléchargé sur le web. Tout à fait. C'est quoi la conséquence de ce malware s'il est installé sur ma machine ? Alors la conséquence, c'est que en fait ce malware, il injecte du code dans toutes les applications qui se connectent à Internet. Donc qu'est-ce qu'on risque en clair, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on risque ? En fait, c'est purement et simplement du vol d'identité, dans la mesure où... c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est le but des hackers, parce qu'effectivement, quand on crée un botnet, quand on est hacker et qu'on crée un botnet, on essaie de prendre contrôle de chaque bot. Donc un bot, c'est un ordinateur infecté. De prendre contrôle de chaque bot et de collecter toutes les informations qu'on peut. Soit à des fins frauduleuses, notamment du piratage de cartes de crédit, etc., soit pour faire en sorte que l'ordinateur infecté soit un relais de spam. Là, en l'occurrence, Flashback est à la recherche de tout ce qui est login et password sur la machine. Donc, il va essayer de scanner un peu toute l'activité web qui est faite au niveau des logins et mots de passe. Il va surtout surveiller les grands portails tels eBay, PayPal, Facebook, tous les comptes webmail que vous pouvez avoir. Et une fois qu'il aura récupéré ces logins et mots de passe, elles seront collectées temporairement
par le hacker et de manière ponctuelle pour voir quelle technique il peut opérer, notamment au niveau du phishing. Dans la mesure où il peut aisément rediriger un utilisateur infecté vers des fausses pages web d'achat ou des fausses pages PayPal, des fausses pages eBay par exemple, et lui faire taper des numéros de carte de crédit. Ouais, sur la carte de crédit, je sais que c'est pénible pour les gens, mais c'est pas eux les responsables d'un achat frauduleux. C'est le marchand qui supporte l'achat frauduleux. Donc oui, ça va passer sur votre compte bancaire 500 €, 1000 €, 3000 €, mais vous pouvez le contester et on doit vous rembourser, c'est le marchand qui le paiera. Oui, c'est la loi. Tout à fait. Si jamais ça arrive, j'invite tout le monde à contacter sa banque et à faire opposition sur toutes les transactions un peu frauduleuses et bizarres qu'on aurait pu il faut faire ça, et puis il faut aussi aller à la police. Moi, je rappelle que je me suis fait pirater mon compte iTunes il y a de ça... iTunes US. iTunes US, pardon. Mon compte iTunes US, puisque j'ai un compte iTunes US en juillet 2010, vraisemblablement par des pirates chinois. Ils ont commandé quelque chose comme 1500 chansons à coût de 79 cents. Quel mélomane ce porno sur iTunes, voilà. Je vous le dis. Sinon, Madame X, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Et quand je suis allé à la police... L'intégrale de Claude François. L'OPJ qui m'a reçu, mais non, c'est pas moi qui commandais, c'était eux, a été obligé, entre guillemets, de porter plainte pour chaque acte frauduleux dans mon relevé bancaire. Il y en avait 1500 comme ça. J'y ai passé l'après-midi. Ah ouais, mais ça valait le coup. Donc un bon conseil, si, comme moi, vous avez tous vos comptes bancaires qui sont gérables depuis Internet et que vous n'avez plus de relevés papier, moi j'ai supprimé tous les relevés papier parce que je crois comme ça que j'aime mieux la planète et que j'économise des arbres. Allez vérifier de temps en temps vos comptes bancaires. Moi, je le fais depuis cette mésaventure une fois par semaine pour être sûr aussi de vérifier que quelqu'un n'a pas fait une bêtise avec mon compte et stopper l'hémorragie. Parce qu'avant que ça m'arrive, j'allais voir mes comptes en ligne, peut-être une fois tous les 2 mois, 3 mois, quand j'attendais un gros versement ou que j'étais à découvert. Voilà, ça permet aussi de limiter les dégâts, malheureusement, s'ils arrivent. Parce que aller chez la police, mais ça n'empêche pas, Monsieur X, d'avoir une chemise ou un t-shirt de compétition quand même. C'est clair. Oui, mais il a parfois du mal à reconnaître ses couleurs. Ça vient de London. Et c'est pas cadeau de mon grand frère, je te prierai d'être poli. C'est parfait pour descendre les poubelles, je te le confirme. Non, mais ce qui est pratique, c'est qu'avec le cryptage, c'est qu'on ne le sait pas tout ça. Alors, vous le disiez, Jack, tout à l'heure, que Flashback est un virus qui a été identifié, un malware qui a été identifié il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que c'est un cheval de Troie qui a muté à l'origine, et il y a une petite confusion sur Internet, parce à l'origine, il se présentait sous la forme d'un installeur Flash, c'est-à-dire qu'il fallait installer une mise à jour de Flash, et en fait, c'était un virus. Il a muté, donc il est devenu, je dirais, invisible, et on s'en aperçoit pas qu'on est donc contaminé. Alors comment expliquer que Apple met tant de temps à réagir? Ils ont un process différent, Jack, que les autres constructeurs, que les autres éditeurs de systèmes d'exploitation? Effectivement, au niveau de la responsabilité, c'est clair que comme c'est Apple qui distribue Java, c'est à eux de faire en sorte que les utilisateurs soient protégés. Ils pourraient faire mieux en termes de réactivité pour fixer toutes ces vulnérabilités. Pourquoi ils ne le font pas? C'est soit par, à mon avis, je ne pense pas que ce soit de la négligence, mais c'est surtout par le fait qu'ils n'ont pas les structures, les ressources, que ce soit humaines ou techniques, pour réagir très rapidement à ce genre de vulnérabilité. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être dans l'œil du cyclone que... Voilà, là ils sont victimes de leur succès et généralement ça les prend de court. On avait vu ça l'année dernière, si vous vous souvenez, il y a pile 1 an, il y avait un scareware qui s'appelait Mac Defender. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il n'y a que les éditeurs antivirus qui l'ont vu. Ah non, là c'était véridique. C'était clairement un faux antivirus qui apparaissait dans des pages Google infectées. Toute recherche Google pouvait mener à cette page web et le faux antivirus, donc le scareware, se permettait de
de nous induire en erreur, de le télécharger, croyant qu'on installait une vraie solution de protection, et en fait, on était infecté. Et Mac Defender a été vraiment le déclic pour Apple dans la lutte contre tout type de malware, parce qu'effectivement, il y a eu un tel embrasement médiatique et un déchaînement contre Apple, parce qu'effectivement, ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Que maintenant, je pense qu'ils en tirent les leçons, et j'espère que dans le futur, ils seront beaucoup plus réactifs à fixer tout ce qui est vulnérabilité au niveau des systèmes qu'ils distribuent, que ce soit macOS 10 ou les systèmes tierces comme Java ou Flash par exemple. Il est vrai donc que depuis, ça y est, Apple a réagi donc et a corrigé Java pour macOS 10, uniquement pour les dernières versions macOS 10, donc Lion et Snow Leopard. Les versions antérieures ne sont pas protégées, donc prudence. Tout à fait. S'il y a un vrai risque en France, mais prudence quand même. Donc, ce qui est plus étonnant, c'est qu'Apple a enfin communiqué, on le disait tout à l'heure, sur la présence de ces dangers, et notamment de sites qui étaient malveillants, et demandait l'aide aux fournisseurs d'accès à Internet pour les identifier. Alors je cite le communiqué d'Apple. Flashback s'appuie sur des serveurs hébergés pour les auteurs de malware pour faire fonctionner la plupart de ces fonctions critiques. Apple travaille avec les fournisseurs d'accès à Internet de par le monde pour supprimer ce réseau de commandes et de contrôle. Messieurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment des sites pièges, des sites piégés dans lesquels on tombe, et donc c'est courant. Alors, effectivement, la particularité de ce malware, donc Flashback, c'est qu'il génère des URL et des nouveaux noms de domaine par période de 24 heures. C'est-à-dire qu'il est capable de générer donc des tonnes et des tonnes d'URL qui font que les hackers doivent acheter des nouveaux noms de domaine à chaque fois pour ces URL. Et le fait qu'ils changent ces adresses de façon récurrente et permanente font qu'ils arrivent à collecter des informations différemment chaque jour. Et en fait, ce qu'Apple et les ISP et certains éditeurs de sécurité font, c'est qu'ils essaient de convaincre la majorité des ISP de bloquer tous les noms de domaine auxquels ce malware se connecte. Quand une machine est infectée, elle se connecte à ce nom de domaine, et c'est ce qui permet aux hackers de prendre le contrôle. Cédric, ça t'inspire quoi? Toi qui en fait, côté obscur de l'affaire, tu n'étais pas là pour la version de Poisson d'avril dont on refait le Mac, un grand moment. Rendez-nous donc, Stéphanie, je veux dire, pardon. Elle va revenir, Stéphanie, on va s'en occuper personnellement, vous allez voir, elle va revenir. Enfin, j'espère. Reviens bien, Stéphanie, reviens. Elle retweet de temps en temps j'en suis, voilà, c'est mal. Les messages sur Twitter. Elle surveille le sujet. J'espère bien. Non. Mais moi, je surveille de près. Ce que ça oui, ce que ça t'inspire, Cédric, toi qui connais bien, connais bien le monde Windows. Je pouffe. Alors, il se trouve. Est-ce une tempête dans un verre d'eau? Il se trouve, confession personnelle, qu'avant même de devenir journaliste à plein temps, j'ai travaillé pour un éditeur d'antivirus que je ne nommerai pas et qui ne pratique plus. Norton. Mais non, Norton, il pratique encore à mort. AVG, c'est un Symantec. Puis je ferai. Non, cherche pas, ça ne me le trouve pas. Donc c'est un monde que je connais de près ou de loin depuis assez longtemps, et donc c'est drôle de lire les papiers. Le papier sur All Things Digital, hein, les papiers de fanboy qui essaient de se raccrocher aux branches en disant mais non, mais en fait c'est pas un problème d'Apple. Le type dit mais non, Java, c'est pas nous. C'est pas un virus, c'est pas nous, c'est Java. Mais pauvre couillon, tu penses que les failles de sécurité sur Windows, sur Unix et tout, ça vient d'où? Eh ben ça vient du navigateur, ça vient de Java, ça vient d'une implémentation de JavaScript. Je plaisante, on va pas se mettre à troller ça vient des outils de mail, ça vient, enfin, etc. Ouais. La sécurité d'un système, c'est jamais que le produit groupé de la sécurité de tous ses composants. Donc peu importe d'où ça vient, c'est pas le problème. Et puis, Jack l'a très bien dit, sinon on se demanderait ce qu'il ferait dans la vie. C'est-à-dire, s'il fait de la sécurité sur Mac mais qu'il n'y a pas de problème, il faut vite qu'il change de métier. Mais non, il y a un métier parce qu'il y a des trous de sécurité sur Mac comme il y en a. D'abord, c'est un système Unix. Un système Unix sans trous, Rodrigo va opiner du chef. Ça n'existe pas, il y a toujours des trous, on trouve les trous, on patche les trous et puis il y a de nouveaux trous qui arrivent. Donc voilà, moi ça m'a fait sourire, c'est pas nouveau. T'as remarqué que Rodrigo n'a rien dit. Ouais. Il y a un chercheur. Rodrigo a fait les pitas il y a très longtemps. Ah oui, donc les trous il les a trouvés. Enfin bon, bref.
Il y a un chercheur en sécurité qui un jour avait trouvé un trou de sécurité sur macOS, mais c'est vraiment pas récent, j'arrive pas à retrouver de papier ou le nom de ce chercheur, et il avait envoyé ça à Apple. Bill G de Redmond. Non, et Apple lui avait dit pas possible, nous on n'a pas de problème de sécurité. Et il avait dit ah bon, et il avait dit ok, je relève le défi, et pendant plus de 3 mois je crois, ça s'appelait Summer ou je sais plus quoi, il avait publié une faille de sécurité sur macOS par jour. C'était le Month of Bugs, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pas nouveau, c'est juste que évidemment il y avait tellement de virus dans le monde PC pendant un temps. Là il y en a moins parce que finalement on court tous après les mêmes. Et puis moi honnêtement j'ai un PC où il n'y a pas d'antivirus. Ah si, maintenant il y a Microsoft qui fait un antivirus qui est gratuit et qui marche assez bien pour pas aller en acheter un autre. Je devrais pas dire des choses pareilles. Mais voilà, si vous faites un peu attention et que vous ne cliquez pas OK à tous les coups, même problème sur Mac et sur PC là pour le coup, le problème se posera moins, même si là aussi, que ce soit sur le mobile, le Mac, le PC, l'arrivée des App Store et tout ça va changer la donne un peu, mais en fait c'est plus comme au début des problèmes de logiciels vérolés, c'est plutôt des problèmes de vulnérabilité dans le navigateur, de pouvoir lancer du code pas signé, etc. Alors, Apple donc a reconnu le problème, a indiqué qu'elle allait proposer une solution pour éradiquer ce virus pour ceux qui sont infectés. En attendant, Jack, comment fait-on pour s'en débarrasser et surtout pour l'identifier dans un premier temps ? Alors déjà, mes conseils pour que l'utilisateur Mac soit protégé du mieux qu'il peut, c'est toujours faire ses mises à jour. Dès que Apple propose une mise à jour ou un correctif de sécurité, notamment Java, toujours faire les mises à jour le plus rapidement possible. Deuxièmement, effectivement, comme vous l'avez si bien dit Olivier, ne pas cliquer n'importe où et lire tous les dialogues dans la mesure du possible que le système vous affiche. Ça effectivement c'est des rudiments que chaque utilisateur doit avoir normalement, et effectivement maintenant, et ça devient quand même très important, c'est d'installer un outil de sécurité, voilà, notamment des antivirus, Kaspersky, afin d'avoir vraiment un niveau de protection, je vais dire proche des 100%. Mais en attendant, Jack, comment fait-on déjà pour détecter ce virus ? Il y a des solutions qui existent. Alors pour détecter savoir si on est infecté déjà. Voilà, pour détecter ce malware, vous avez la possibilité soit de télécharger des freeware qui vous proposent de chercher uniquement ce malware. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez les outils gratuits comme Clamxav, Sophos, etc. Intego va proposer quelque chose concrètement ? Alors Intego, nous, on a donc via Virus Barrier, on a 2 options. Soit la version gratuite qui existe sur le Mac App Store, Virus Barrier Express, et on a aussi notre version payante qui existe en version 30 jours gratuite, qui permet déjà de voir si on est infecté et de réparer le malware s'il est détecté. Donc ça, effectivement... on peut le réparer. On peut le réparer, effectivement, si on est infecté. La réparation, à ce niveau-là, c'est plutôt la suppression du fichier ou des fichiers installés. Des fichiers malicieux installés. Est-ce qu'il y a une solution un peu compliquée par le terminal, c'est pas forcément. Exactement, parce qu'on a vu sur les forums des gens qui publient effectivement, oui, vous pouvez voir si vous êtes infecté, tapez cette commande dans le terminal et vous aurez la réponse. C'est pas à la portée de n'importe quel Mac user de taper des lignes de code dans le terminal. Donc tous ces outils sont... Copier-coller, c'est à la portée de n'importe qui. Ouais, oui, mais bon, pas de ma mère ou de ma grand-mère. Oh. Puis bon, il y aura celui d'Apple. Ça coûte combien, Intego ? Est-ce que je peux répondre à cette question ? Allons-y. Copier-coller, c'est facile. Voilà. Non, mais effectivement, l'utilité d'avoir un antivirus, c'est effectivement de rechercher toutes les variantes et tous les emplacements où le malware a pu s'installer depuis qu'il a été détecté la première fois. C'est pas parce que vous allez charger et lancer un utilitaire pour ce type d'infection précise que vous ne serez pas infecté, parce qu'il existe tellement de possibilités d'infection vis-à-vis de tierces qu'il est vraiment indispensable de scanner toute sa machine avec un antivirus.
Alors le principe de précaution, moi j'ai toujours un peu de mal, moi personnellement, mais bon, c'est vrai que jusqu'à maintenant, la philosophie des logiciels d'antivirus, pas de sécurité, d'antivirus, c'est pas la même chose. Sur Mac, c'était plutôt de dire, le Mac, étant donné qu'il est plutôt immunisé contre les virus PC, jusque-là Apple avait raison, ça n'empêche pas le Mac de diffuser les virus PC, ne fût-ce que par l'envoi d'un simple email. Donc effectivement, un antivirus peut s'imaginer sur Mac, à moins qu'il se mette vraiment à pulluler demain, à partir du moment où on est porteur sain et qu'on ne veut pas infecter ses petits camarades sur PC. Mais au jour d'aujourd'hui, enfin on va arrêter avec au jour d'aujourd'hui parce que c'est une expression qu'il ne faut pas dire, mais aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il y a d'urgence. Mais je comprends qu'un éditeur antivirus ait envie d'en vendre, mais c'est bien légitime. Mais il y a d'autres solutions au sein de Intego qui ne s'imitent pas à l'antivirus, heureusement. Tout à fait. Et puis, petite notion, petite précision, parce qu'il faut le faire, parce qu'on parle beaucoup d'Intego ce soir, qu'il y a d'autres éditeurs de sécurité sur Intego. Donc il y a une solution que propose Kaspersky, ça s'appelle www.flashbackcheck.com. Ça permet de checker votre disque dur et d'identifier éventuellement le malware. Voilà, et c'est gratuit au cas où, mais je serais très étonné si vous étiez, du moins en France, infecté. Alors parlons un petit peu de l'avenir, messieurs, pour conclure, parce qu'on est en retard. Qu'en est-il des prochaines versions de macOS 10 de Mountain Lion qui va arriver normalement cet été ou à la rentrée? Est-ce qu'on sera un peu mieux immunisé, un peu plus immunisé encore qu'aujourd'hui, Jack? Oui, tout à fait. Et Apple va dans le bon sens, dans la mesure où... comment ils vont faire? Comment Dans le bon sens en termes de sécurité. Je me mets à la place d'un utilisateur. Apple, via son nouveau module de protection qui s'appelle Gatekeeper, va laisser l'utilisateur choisir quelle est la méthode de protection qu'il veut avoir vis-à-vis des applications qu'il télécharge. Autrement dit, il y aura 3 options pour le téléchargement des applications qui seront proposées. Soit uniquement truster, donc faire confiance aux applications du Mac App Store, qui est vraiment le niveau le plus extrême en termes de protection. Oui, c'est à partir du moment où elle est validée par Apple, a priori elle est dépourvue de virus, quoi. Voilà, exactement. Donc si c'est validé par Apple, normalement on est censé être à l'abri de toute forme de malware. Le niveau intermédiaire sera la protection, sera le téléchargement d'applications du Mac App Store et le téléchargement d'applications Mac par des éditeurs qui ont été signés donc par Apple et validés. Et le 3e niveau, qui est le plus permissif, est le niveau actuel qui permet de télécharger n'importe quelle application pour Mac. Donc le fait qu'Apple ait déjà inclus toutes ces options de protection d'utilisateur vis-à-vis de ce qu'il télécharge est déjà un pas important pour la protection de l'utilisateur. Maintenant, ça n'enlève pas le fait que les vulnérabilités qui sont découvertes et non patchées et dont certains malwares comme Flashback profitent, ça restera le même problème dans Mountain Lion si Apple ne réagit pas vite vis-à-vis des correctifs de sécurité. Ça, c'est très important. En conclusion, on peut dire qu'un système sûr à 100%, ça n'existe pas. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Et au-delà, aujourd'hui, je dirais le principal risque, qu'on soit sur Mac ou sur PC, à mon sens, c'est pas tellement les virus, c'est le phishing. Et donc là, c'est encore une fois, c'est le bon sens qui s'impose contre ses compagnes et ne jamais répondre à des demandes de coordonnées bancaires, au grand jamais. Et toujours regarder le mail. Ni de transfert d'argent, beaucoup d'argent du Nigeria. Oui. Évitez les scams nigérians, tous les emails que vous pouvez recevoir, vous demandant d'échanger des montants et en rétribution, vous aurez des montants encore supérieurs. Ça, c'est des arnaques classiques. Le phishing, c'est une grande tendance. Je ne vais pas dire que ça ralentit, mais maintenant, on a beaucoup de plus en plus d'utilisateurs qui sont avertis sur ce type de menace. Mais la particularité maintenant de nouvelles attaques de phishing, c'est qu'elles s'attaquent vraiment à des organismes précis. C'est-à-dire qu'on n'a plus uniquement du phishing eBay, PayPal, Bank of America. On a vraiment même des arnaques de la CAF, par exemple, la caisse d'allocation familiale, où vous êtes abonné Orange ou Free, vous pouvez recevoir des demandes de phishing. Comme quoi, vous devez rentrer vos coordonnées bancaires, ne jamais répondre à ces emails. J'ai juste un petit chiffre à vous donner que je viens de googler. Oui.
Je vois Olivier qui fait un joli sourire. 71% des mails dans le monde sont du spam. Ouais, facile, ouais. 71%. C'est énorme. Ce qui veut dire que beaucoup de mails que vous recevez, bon, certains sont de la publicité, hein, c'est du tract, mais beaucoup sont des mails qui cherchent à vous leurrer et à piquer des informations, ou votre identité, ou Ou votre vous vendre du accès à tel Viagra. site. Ouais, ou vous vendez n'importe quoi, enfin... Ou agrandir à autre chose, mais pas ça. Alors Voilà. 71% des mails sont du spam, il en reste 29%, et il y en a au moins 28% d'inutiles. Prenez-en de la graine. Allez, passez sur Twitter, ça ira plus vite. Eh bien, écoutez, l'info du jour, c'est que Atos, présidé par ce cher Thierry Breton, a racheté Blue Kiwi de notre ami Carlos Diaz ce matin. Cher est le nom. Oui, et Thierry Breton donc indique que le mail va disparaître chez Atos d'ici 3 ans. Il s'achète une stratégie cloud alors. Absolument. Bien, Ça, si vous êtes d'accord, messieurs, si vous encore êtes d'accord, nous allons donc passer aux questions Twitter. Alors, question Twitter, question de Romain Michon. Peut-on espérer voir se développer des antivirus gratuits sur Mac afin de prévenir des futurs flashbacks? C'est déjà le cas. Tout à fait. Il y a des versions gratuites. Tout à fait. On a le choix. Donc après, c'est des packs en fonction de si on veut des firewalls plus poussés, vérifier tous les flux entrants, tous les flux sortants, etc. Question de Jonathan Abekassis, Jonac Bekassis. Même si c'est un peu hors sujet ce soir, donc c'est une question pour Monsieur X, ou pourquoi pas pour Rodrigo, parce que c'est un fan du Mac Pro. Donc, que pensez-vous de la situation du Mac Pro? Il y a beaucoup de rumeurs sur une possible mise à jour. Ça fait quand même près de, je ne veux pas dire de bêtises, plus de 20 mois qu'il n'a pas été mis à jour. C'est assez inhabituel, Monsieur X. Oh bah, tu connais mon point de vue sur le Oui. sujet. Je crois que le chef produit... Mais tout le monde n'a pas regardé les épisodes précédents, Monsieur X. Non, je crois simplement que le chef produit du Mac Pro à Cupertino est parti en vacances et il n'est pas revenu. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir de budget pour les mises à jour de processeurs. Donc il n'est pas revenu et personne s'en est aperçu. Bien sûr. Voilà. Allez, Monsieur X, retourne un peu à Cupertino, il serait temps là quand même. Et en fait, tout le monde s'en fout. Donc la prochaine mise à jour du Mac Pro, je sais pas. C'est un petit peu triste, surtout que c'est... Alors vraiment d'un point de vue engineering, c'est une belle machine, qu'il y a des clients qui l'attendent, mais ça a moins de poids aujourd'hui que, je sais pas moi, le lancement du dernier Madonna sur iTunes chez Apple. Donc c'est peine perdue, malheureusement, je crois. Rodrigo, une rédaction, toi qui as un Mac Pro sur ton bureau? Écoute, moi mon Mac Pro, c'est un Mac Pro 1,1 pour ceux qui connaissent. Il date de janvier 2007, il a 5 ans. J'adorerais reprendre un nouveau Mac Pro 12 cœurs, machin, économise, etc. Conseil, économise. Ça commence à partir de 6 000 euros dans une version un peu musclée. C'est extrêmement cher. Maintenant, c'est une machine que j'utilise à profusion qui sert à tout chez moi. Il y a tranquillement 20 Tera branchés dessus. Ouais. Moi, j'attends le nouveau Mac Pro qui devrait sortir tu y crois, toi? cet été. Il y a un mec qui s'appelle Lloyd quelque chose, Lloyd Webber. Non, je déconne. C'est Lloyd Webber, c'est l'architecte au mec des musicals. Mais Lloyd, qui fait un site qui s'appelle macperformanceguide.com. J'en ai déjà parlé, qui est génial et qui soutient qu'il y aura effectivement un nouveau Mac Pro. J'adorerais. Maintenant, c'est la logique. Mais vous avez vu la décomposition des chiffres d'affaires d'Apple. C'est 50% parti sur iPhone, 30% iPad. Les Mac, c'est 22% ou 21%. Les Mac Pro là-dedans, c'est que dalle. Donc ça représente rien chez Apple, le Mac Pro. C'est bien dommage. Et moi, j'adorerais avoir une machine un peu plus récente. Mais d'un autre côté, j'enregistre 99 émissions de RLM depuis très longtemps sur un Mac Pro qui a 5 ans. Comme quoi, c'est des machines de longue haleine. De temps en temps, ça a un peu bugué aussi. Question suivante de Bernard Bernouilly. Bernouilly, avec la popularité du Mac, messieurs, Apple ne va-t-elle pas devoir publier des correctifs de sécurité en même rythme que Windows? Et au-delà, est-ce qu'avec l'augmentation de la part de marché, est-ce que ça ne va pas favoriser et attirer les développeurs de virus ou de produits malveillants sur Mac, alors qu'avant, c'était une plateforme assez confidentielle? Là, Apple est clairement victime de son succès et on espère vraiment qu'ils vont faire beaucoup plus d'efforts pour être réactifs et améliorer la sécurité de leurs utilisateurs. C'est ce qu'on espère.
Oui, enfin c'est-à-dire que à partir du moment où ça va devenir un vrai problème plus régulier, plus quotidien, ils auront plus de process, mais ils le font déjà, hein, on a tous des mises à jour de sécurité de Safari régulières, de Java et du reste. C'est des choses qui vont être appelées à être systématisées, et puis je pense qu'ils auront moins de complexe, j'ai envie de dire, à communiquer dessus, quoi. Dernière question de Christophe Aigron, Chris Aigron sur Twitter. Avec les succès des smartphones, les virus de demain vont-ils attaquer ces plateformes, donc Android et iOS? Est-ce que et au-delà, est-ce que les plateformes comme iOS qui sont entre guillemets fermées sont-elles plutôt la solution là en capital? Jack? Oui, alors effectivement au niveau d'iOS, on est vraiment là dans un système ultra sécurisé au niveau du smartphone, et il est quasiment presque impossible à l'heure actuelle d'attaquer sérieusement iOS. C'est une plateforme très solide. De par la certification d'Apple. Exactement, puisqu'effectivement c'est 100% bridé via l'App Store, à moins de jailbreaker son iPhone, son iOS, mais ça c'est une question personnelle. Mais la plupart des utilisateurs iOS, donc iPhone, iPad, iPod Touch, ont aujourd'hui un système qui est très 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 sécurisé. Et même les plus grands hackers, juste je finis, les plus grands hackers ont du mal à trouver des vulnérabilités dans iOS, que ce soit au niveau de Safari ou l'OS intrinsèque. Alors, Cédric, qu'est-ce qu'il y en est du côté d'Android, surtout quand on pense qu'aujourd'hui on essaye de faire de notre téléphone un instrument de paiement, avec le NFC notamment. Ouh là là, mais faut pas tout mettre en même temps. Non mais en plus c'est. Prends-toi ça. Ouais, enfin non, c'est. Non, mais c'est ce qui me ferait rire sera le jour où on arrivera à te voler à distance, je sais pas, ton passe Navigo, tu vois ce que je veux dire? Ce sera vachement rigolo. Même problème. Hein. Il faut lire ce que vous validez quand vous installez des applis. Il faut lire. Même si, là aussi, maintenant dans Android 4, il y a l'option cocher-décocher. Vous savez, le truc que je demande depuis le début dans iOS, le truc qui permet de dire n'installer que des applis qui ont été validées et qui sont dans l'Android Market. Que dis-je? Dans Google Play, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et on peut aller cocher la case disant non, tu m'installes toutes les applis que j'ai envie d'installer, même si elles ne viennent pas du store. Mais voilà, là ça veut dire que pour monsieur et madame tout le monde, ils auront des applis qui auront été signées, testées, et puis, mais qui auront encore des trous de sécurité sans être des applis malveillantes. Bah oui. Et puis toi et moi on pourra installer n'importe quoi, faire des bêtises et remettre à zéro son téléphone une fois de temps en temps, quoi. Trop bien, quoi, comme un ordinateur d'avant. Allez messieurs, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence par Cédric. Qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? Écoute, une appli, j'en ai deux. Il y en a une dont on n'a pas parlé cette semaine, mais c'est un truc, au début j'ai regardé de ça de loin en disant bof, ça va pas être pour moi, et puis finalement je m'y suis mis et maintenant je suis hook, line and sinker comme disent les Américains. C'est-à-dire j'ai avalé l'hameçon et le bouchon et toute la ligne. C'est Draw Something, c'est l'appli iPad, c'est espèce de Pictionary en réseau où je te fais un dessin pour te le faire deviner, tu m'en renvoies un, etc. avec ses amis Facebook. C'est remarquable, je suis pas seul à avoir trouvé ça. En 50 jours, ils ont trouvé 50 millions d'utilisateurs. C'est mieux qu'Instagram. Et ils ont été rachetés 10 milliards. Ils ont été rachetés 210 millions par Zynga. L'éditeur s'appelle OMG Pop, et dans la série Bon Esprit, OMG Pop était au bord de la faillite avant d'être racheté par Zynga après le lancement de Draw Something. Et ben le CEO, qu'est-ce qu'il a fait? Et là je trouve ça vraiment bon esprit. Tous les mecs qu'il avait virés parce qu'il avait plus de sous, il les a réembauchés pour qu'ils puissent profiter du produit de la vente. Moi je trouve ça grand seigneur. Moi je trouve ça méga classe. Et donc voilà, si vous l'avez pas essayé, essayez-le, mais après venez pas vous plaindre parce que ça vous bouffe un temps fou parce que vous échangez des griffonnages tout pourris avec vos amis, et je vais essayer de prendre de l'avance sur la question qui vient après. Ah ouais, mais c'est chiant de dessiner avec son doigt. On a déjà parlé dans On refait le Mac de miniinthebox.com, mini-in-the-box.com, ce site hongkongais qui vous vend des gadgets pas chers. Moi, avant-hier, je suis allé sur Mini in the Box pour commander des stylets pour iPad. J'en ai pris 3, je crois que ça m'a coûté $12 et la livraison est gratuite. Et ils font stylo en plus. Une
fois que j'aurai ces stylets, et ben ça me permettra d'utiliser mon deuxième coup de cœur de la semaine, qui est Paper. Paper, application. Tout est organisé, tout est planifié dans cette émission. Tout est écrit. Il y a un professionnel dans cette émission, je vous le rappelle. Qu'est-ce que quoi Paper l'application donc Paper sur iPad. Là encore un truc où on se dit mais ça n'existait pas avant. Si, en fait, il y avait plein d'applications de bloc-notes, de trucs pour griffonner des machins, etc. Moi, j'aime bien l'application Muji, le notebook de Muji, il est génial, mais il est payant. Paper, sur le papier, c'est gratuit, ça permet de recréer des petits carnets, autant de petits carnets qu'on veut, comme les petits carnets Moleskine, et ça permet de faire des dessins. C'est du freemium, la version de base avec juste un crayon bébête est gratuite. Après, si vous voulez acheter des jolis pinceaux avec des jolies couleurs pour faire des jolis dessins, et ben ça vous coûtera allez, si vous achetez la totale, je crois que ça vous coûtera environ 6€. C'est pas la mer à boire. Et vraiment, c'est très joli, c'est très chouette. Il manque encore, allez, des fonctions pour rajouter ses photos ou des petits trucs qu'on prend ou un copier-coller d'une page web dans ses carnets pour faire du scrapbooking. Moi, ça me servirait pas mal pour garder des trucs, des souvenirs de voyage, des choses comme ça. Ça s'appelle Paper by 53 et c'est dans l'App Store. Formidable. Monsieur avec son coup de cœur ce soir. Tes coups de cœur. Allons-y. Ouais, ça sera un coup de cœur, un coup de gueule. Un peu comme d'hab en ce moment. Alors, mon premier coup de cœur, il est en continuité de ORLM 98 la semaine dernière sur la musique. Moi, j'avais dit à la fin que si on voulait écouter de la vraie bonne musique, le seul endroit où il fallait aller, c'était la salle Playel. Et suite à ça, j'ai un de nos followers qui m'a envoyé un petit tweet qui s'appelle, alors j'espère que je prononce bien, Alex Jean Pro, et qui m'a fait remarquer que la salle Playel et la Cité de la Musique avaient publié une appli sur iPad et sur iPod. Je le savais, mais je croyais qu'elle était payante. En fait, elle est gratuite. Ça s'appelle Cité de la Musique Live, et ça fait deux choses totalement extraordinaires. La plupart des concerts de la Cité de la Musique et la plupart des concerts de la salle Playel sont mis à disposition gratuitement sur iPad et sur iPhone. Donc ça, c'est Apple. Carrément génial parce que vous avez des concerts de jazz, de classique, de musique africaine, ce que vous voulez. Et il y a mieux, il y a une fonction live. Là, il y a un concert de temps en temps, peut-être 2 ou 3 par mois, à la salle Playel ou à la Cité de la Musique, que vous pouvez regarder en live sans payer votre ticket, sans chercher à avoir une place à tout prix. Donc on peut voir, ça c'était la dernière fois, un concert de l'orchestre du Philharmonique de Radio France dirigé par Miu Woon Chung et qui jouait du Debussy. Donc vous êtes à la salle Playel avec votre iPad, c'est gratuit, vous réinjectez ça en AirPlay dans vos enceintes. C'est juste fantastique et je suis content de payer des impôts pour ça parce que ça passe aussi par là. Voilà, je le dis. Ça c'était mon coup de cœur. Mon coup de gueule, il est assez simple. Alors c'est un coup de gueule mitigé, mais c'est ça. C'est une démarche qu'on a entamée il y a assez longtemps dans ORLM, qui est de dire il se vend beaucoup d'iPad, il se vend beaucoup d'iPhone. Pourquoi donc Apple n'en fabrique pas en France et créerait pas d'emplois en France? Vous vous rappelez de cette polémique? Eh bien, en termes d'innovation, Apple a fait une annonce aujourd'hui. Alors, c'est pas une annonce produit, une annonce service, donc vous vous en êtes pas rendu compte. Mais c'est une annonce assez importante dans la relation d'Apple à ses utilisateurs. Ils ont systématisé dans l'Apple Store en ligne le chat comme outil de vente. Donc aujourd'hui, vous allez sur le store, sur la page de chat, vous ne savez pas trop quel modèle choisir au niveau de l'iPad, et vous pouvez lancer un chat automatique. Il y en avait avant, là c'est graphique, c'est très rapide, ça a l'air assez bien fait. Donc ça c'est la première chose. Et puis, spécifiquement dans un seul pays qui est le Brésil, et c'est là que je veux en venir, spécifiquement dans un seul pays qui est le Brésil, en plus du chat, vous partagez avec le chatter chez Apple l'écran que vous êtes en train de regarder sur l'App Store et il peut vous aider à naviguer dedans. Et ça, c'est pas disponible sur votre Mac au Brésil, c'est disponible sur l'iPad. Donc Apple sort une innovation de service pour ses clients qui est le partage d'écran et le chat cumulé pour vous aider à faire vos courses sur l'iPad, ce qui est du jamais vu, et uniquement au Brésil. Et pourquoi au Brésil? Parce que le gouvernement brésilien, quand Apple vend des iPads au Brésil, les oblige à investir 2% de leur chiffre d'affaires en R&D au Brésil. Et les innovations, elles se font au Brésil, et même plus aux États-Unis, et surtout pas en France. Donc j'adore cette innovation de service chez Apple, et j'aimerais bien qu'elle se fasse en France plutôt qu'au Brésil, ou en France et au Brésil. Voilà mon petit coup de gueule. Bien. Écoute, on aura peut-être une réponse très vite après les élections qui vont arriver très prochainement. Quelqu'un que je suis sûr va vouloir t'apporter la contradiction, à savoir, Rodrigo, quels sont tes coups de cœur ce soir? Moi, je suis ébloui par la démonstration
extraordinaire de Monsieur X sur Vous ses aurez coups de compris qu'ils gueule sont pas et ses du même coups de bord cœur. tous les deux. C'est tendancieux, hein, je l'admets, Rodrigo, c'est tendancieux. Mais moi j'aime bien quand il dit ça, monsieur X. Moi j'aime bien. Bon, vous avez remarqué que Je partage même beaucoup. pour nous les Parisiens, la semaine prochaine, nous sommes en vacances. Oui. Ah bon Ah, vous êtes en vacances, mais bon, moi, non. Bah, Yes. si. Pourquoi t'as mis Refait non Max sera en vacances la semaine prochaine. Bah, les enfants sont en vacances. Ah oui. Donc il vous faut de la lecture. Oui, Donc je vais vous parler de Steve Wolfram. bien sûr. Vous connaissez Steve Wolfram? Ah, bien Oui. entendu. Qui, outre être l'inventeur génial de Wolfram Research et Mathematica et tout ça, a passé, je sais plus si c'est 5 ou 10 ans de sa vie à écrire un livre Ouais. sur les maths fondamentales qui impactent notre quotidien. Et ouais, Ouais. et ouais. Et si vous cherchez très très bien, son bouquin qui s'appelle A New Kind of Science se trouve en PDF sur internet, sur le torrent. Moi je l'ai trouvé, donc vous le trouverez. Oh, mais non. C'est Ah, pas d'auteur. Mais si, D'auteur. mais, On a fait une émission sur le piratage. mais pas du tout. Allez, vas-y. Il y a une appli iPad qui coûte fort cher. Ah, très bien. Je crois que c'est 10 $, mais qui vous rend son bouquin de manière extrêmement interactive. Et pour vos vacances la semaine prochaine, c'est un super bouquin. Moi je suis dedans, c'est vachement intéressant. Hein. Non, c'est des vrais maths, c'est des fractales, c'est des Fibonacci, tout ça. C'est très très chouette. Allez, Premier coup de cœur. ça vous dirait d'avoir un petit robot à piloter avec votre iPad ou votre iPhone? Non. Monsieur, une petite boule. Elle Oui, s'appelle allez, Go. Une petite boule qui s'appelle Sphero. Et qui avance toute seule et qui filme n'importe quoi. Hop, 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 elle glisse comme ça dans votre salon, elle glisse dans votre chambre. C'est vachement mignon. Mais ouais, c'est plein de Indispensable. choses. Absolument indispensable. Combien? Ça coûte Oh, beaucoup trop, comme d'hab, vous savez. J'adore. Il cherche là, il est en train de chercher. Il sait plus. Mais je suis dessus, je vais vous dire. Allez. Oh là là. Comme quoi, vous voyez, les coups de cœur, hein, ils sont travaillés chez Rodrigo, c'est de toute beauté. Mais c'est Allez, vachement prenez le coup de mignon. cœur. C'est une petite balle super mignonne. Pour tout je te le dirai monde. le prix après. Allez, on Il n'y enchaîne. a pas le prix, saloperie alors. Bon, allez, bon. Vous avez vu Minority Report? Monsieur X, t'as vu Minority Report? Oui. Il fait quoi, Tom Cruise? Il fait fait ça. ça avec ses mains, il nous fait rêver là, en pilotant fait- l'interface. Sphero, c'est 160 $. Hein. Voilà. Merci, Cédric. Y a pas de mal. Et ça vous dirait de piloter votre Mac avec votre main comme ça? Non. Olivier, oui. Ouais. Tactile. Jamais. Ça y est, tactile, l'IMAC tactile arrive Pourquoi enfin, ça y est, tactile? c'est le moment. Mais, Ah, mais pourquoi tactile? Pour une fois que Microsoft vous apporte une innovation avec la Kinect. non. Mais si, vous J'en pouvez piloter. profite toujours pour rappeler que Kinect, c'est le truc qu'Apple a pas voulu racheter. Refusé. Non, ils ont pas refusé, ils ont pas refusé, mais ils ont posé apparemment des conditions préalables à toute discussion qui font que les mecs ont dit ouais, allez, on va aller chez Microsoft. Allez, Donc j'ai un petit, conclue, Rodrigo. donc, j'ai On un peut petit plus. utilitaire, on va vous donner le lien, qui vous Donc permet ça, de... ça- qui vous permet de contrôler pour l'instant 2 applis, iTunes et Spotify, donc play, pause, etc., avancer, avec la main. Trop drôle, non? Avec la Ouais, webcam. C'est cool. Donc tu branches la caméra Kinect sur le Mac, quoi. en gros. Non, mais pas du tout. Tu branches la webcam de ton Mac, C'est tout. mais ouais, et ça marche. Ah mais bon. ouais, trop fort. Un petit utilitaire qui intègre votre main. Je crois qu'il y a voyez une démo sur internet cette semaine dans le même genre, d'un jeu bien connu sur iPhone iPad qui s'appelle Fruit Ninja, où vous tranchez avec un sabre J'aime des fruits bien comme celui-là. ça, qui a été rendu commandable, je crois, par Kinect, justement, par une société. Cherchez, vous allez trouver tout de suite sur YouTube, et Bon, on on va voit la les gens diffuser. piloter Fruit Ninja à la main, c'est assez impressionnant. Bon, il faut Bon, pas être- j'ai un truc pour Cédric. Ah, encore un coup de cœur, Rodrigo. Mais ouais, C'est pas possible. 4ème, attends. Allez, dernier. Non, non, Allez. j'en ai 5 aujourd'hui. Ah non, mais vas-y, fini, là, faut que j'y aille. Pour de vrai. Il est où ton hoodie, Cédric? Il est au lavage. Et ça te plairait pas d'avoir un hoodie intégré à ton sac à dos? Non. Non. Alors tu veux expliquer ce que c'est que Le hoodie, Le- c'est un gilet avec une petite capuche. Genre Ouais. un truc sympa en cachemire. Mais je mets pas de sac à dos, j'ai plus 16 ans, moi. Toi non Mais, plus. mais par exemple, si, régresse un petit Il faut peu en s'y ce résoudre. si ton hoodie a été mis au lavage, par exemple, comment tu fais? Tu prends ton sac à dos et tu te mets le hoodie. Trop chouette, quoi. D'accord. Qui c'est qui fait Super ça fashion. Alors, t'achètes Pouba. un deuxième hoodie, mais... Et c'est Pouba qui le fait. Vachement sympa. Puma. On fait l'incrustation très jolie.
Bon, allez, bon. C'est bon, t'as fini d'explorer le Pinterest de tes copines là. Alors, regardez. Alors moi je dis, il vous faut un chaton. Un chaton, c'est vachement bien. Non. Allez, dernier coup de cœur. Ouais, mon pote. Lui, c'est mon pote. Il ressemble à Groucho Marx. Vous voyez qui c'est, Groucho Marx? Oui. Il a des lunettes, il a une moustache. Fausse. Eh ben, Félix, il a la même. Il s'appelle Félix Petersen. Il a fait Foursquare. Avant Foursquare, ça s'appelait Places. Il a vendu un Nokia, pas très cher. Oui, Et maintenant, il a fait un truc. J'ai du mal à comprendre comment ça marche. C'est encore un truc à la Instagram qui va être racheté 1 milliard, donc j'ai encore du mal. Mais c'est très rigolo. Il m'en a parlé il y a 1 an et demi dans un bar. On était dans un sous-sol un peu à Berlin. Très bien. Parce qu'il habite à Berlin. Je crois qu'on n'y arrivera pas ce soir. On n'arrive pas Il a sorti, il a lancé un TechCrunch. Il vient de sortir la version 1.5 il y a quelques semaines. C'est vachement bien. Et c'est un truc tellement con que ça ne peut que marcher. Parce que la bêta de la 1.6 arrive bientôt, rassure-nous. Mais absolument, vous êtes d'accord avec moi. On sort un réseau social par semaine quand même. Ouais. Et ça s'appelle? Ce truc, ça s'appelle... Non, je vais vous dire à quoi ça sert d'abord. Ah, c'est pas possible. C'est comme le truc de français. Sujet, verbe, complément. Oui. On refait le Mac. Tu le fais à l'allemande, hein, mais... On refait le Mac, sujet, est le meilleur podcast de France. Oui, non, mais reviens au sujet, là, qu'on en finisse pour de vrai. Alors, c'est quoi le réseau social de Félix Petersen? Le truc qu'il a fait d'après Places, qui est en version 1.5. Crache-la, ta Valda. Ouais, je vous la refais. On refait le Mac est le meilleur podcast de France. Bientôt. Amen. Merci. Et l'appli s'appelle Amen. Et elle permet de dire ce truc est le meilleur truc du monde ou le pire truc du monde. Ça sert qu'à ça et c'est très rigolo à regarder. Bien. On y est arrivé. Jack, je vous avais prévenu, hein, c'est un vrai marathon, on refait le Mac. Mais c'est vois ça, ouais. Pour vos coups de cœur. Désolé, hein, Rodrigo était en manque ce soir, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais pas du tout. Mais si. Jack, nous t'écoutons. Oui, alors mon coup de cœur, je ne sais pas si vous êtes fan de séries, comme moi je le suis. Oui, pas mal. Voilà, donc j'ai découvert j'ai découvert une super appli sur iOS, donc sur iPhone, qui permet de traquer en fait toutes les nouvelles séries, qui permettent donc de... En fait, vous avez les dates de publication des derniers épisodes, en fonction des séries que vous avez préalablement choisies. Donc vous pouvez voir tous les épisodes que vous avez regardés et les marquer comme vus ou pas vus ou même les mettre de côté pour dire que vous allez les voir après. C'est bien foutu. Il y a même quelque chose de très drôle. Il y a un cumul des heures que vous avez passées devant vos séries. Rodrigo sort de ce corps. Comment s'appelle l'appli? C'est ce que j'allais dire, mais il a pris. Non, et le nom de l'appli... J'ai pas la même, moi. Le syndrome Rodrigo, il faut donner les l'appli applis. S'appelle... Moi, j'en ai une qui download automatiquement l'épisode que j'ai pas vu. Ça suffit, Rodrigo. Voilà. Allez, on coupe le micro, Rodrigo. Allez. L'appli s'appelle TV Showtime. Oui, TV Showtime. Absolument. Et c'est français, monsieur. C'est français et c'est très bien fait et c'est pour le prix d'un Malabar, je pense. 79 centimes. Ça doit être, 79 centimes. Si je ne m'abuse, c'est une toute petite start-up hébergée il y a encore récemment au camping à Paris et ils sont passés dans plein écran. Mais j'aimerais en être sûr. Non, TV Showtime, c'est le nom de la oui, c'est absolument ça. Voilà. Et en plus, ça vous recommande de nouvelles séries à découvrir selon ce que vous regardez déjà et ce que regardent vos amis. C'est remarquable. Exact. Et ils ont gagné, je crois, des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc vraiment, c'est vachement bien. Voilà. Merci, Jack. Fini. Non, c'est fini. Non, il reste mes coups de cœur, les enfants. Oh, allez, quand même. Mais on va pas aller manger, Olivier. Oui, je sais bien. Alors, le premier coup de cœur, c'est un bouquin. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs refait le Mac. Avec nous, il s'agit de Guillaume Jette qui a publié Mac OS X Facile, la nouvelle version pour Lion, ses éditions Erol. Attends, avec une préface de David Pogg. Avec une déface, c'est la classe de David Pogg. Hein. C'est la grande classe. Hein. C'est le club des... Enfin bon. Bref. Non. Et enfin, autre... T'as remarqué que c'est une question Twitter cette semaine, ça? Quel bouquin tu recommandes sur OS 10? Voilà. Autre coup de main à quelqu'un qui a participé à On refait le Mac il y a quelques mois. Il s'agit de Stuff MC de Pomcast qui va faire donc une conférence que ça va appeler une conférence objective à Cologne. C'est une conférence à destination des développeurs Cocoa pour macOS 10 et iOS. C'est les 11 et 12 septembre prochains à Cologne, en Allemagne bien sûr. Pour plus d'infos, OBJCGN. Il y aura en bas de l'écran
.com, voilà. Et enfin, dernier coup de cœur, ça c'est le mien, vraiment, c'est Dropcam, c'est une petite caméra à connecter sur le net pour faire de la vidéosurveillance. Ça ressemble un petit peu au principe du babyphone, du smart baby monitor de Wi-Fi, sauf que cette fois-ci ça n'a pas de batterie. Ça permet de surveiller bébé, ça permet de surveiller les enfants lorsqu'ils rentrent de l'école. L'image peut s'afficher à distance sur l'iPhone, il y a même des notifications. Et les vidéos peuvent même être enregistrées sur le cloud. Je ne crois pas que ça soit encore distribué en France. Ça vaut $149. Voilà. Merci messieurs d'avoir participé à ce 99e numéro d'On refait le Mac. Bientôt la 100e. On prépare une surprise pour la 100e. On ne vous en dit pas plus puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Mais ça sera bien, on vous promet. Voilà, une chose est sûre, c'est qu'On refait le Mac ne sera pas là la semaine prochaine parce qu'on va un petit peu, du moins ceux qui auront la chance de partir en vacances, se reposer. Et ce sera le temps de préparer une super émission. Peut-être même qu'on va laisser 15 jours pendant la période électorale pour revenir avec une 100e spéciale avec plein de surprises. Vous retrouvez Cédric on vous préviendra par Twitter via le site. Donc soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Pas la semaine prochaine, soit dans 15 jours ou soit dans 3 semaines pour le prochain On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric par contre dès samedi sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Cédric, dans plein écran? Plein écran, il y a plusieurs choses. Il y a notre ami Tariq Krim de Jolly Cloud qui va nous expliquer Jolly Cloud Me. Et puis il y a de nouvelles choses qui sortent de startups que nous connaissez déjà, comme Bankiwi chez Litchi qui a réussi à craquer le système de l'argent de poche. Tu vas enfin pouvoir donner de l'argent de poche numérique à tes enfants pour qu'ils puissent aller faire des achats sur iTunes et ailleurs sans avoir besoin de ta carte bancaire. Pas mal. Très bien. Merci Cédric. Et puis surtout il y a Star Wars Kinect. Oh my god. Il faut que je vous laisse d'ailleurs. Oui, il y a les Stormtroopers qui t'attendent. Elle se reconnaîtra. Autre. Vous retrouvez Monsieur X, je suis perdu. Chaque semaine dans sa cuisine et sur Twitter, @TroMrX. À la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Monsieur X. Alors oui, je sais pas, mais pour la première fois la semaine prochaine, je vais tweeter avec mon iPad depuis la montagne. Voilà, ça promet d'être une grosse expérience, surtout que j'aime pas l'appli Twitter sur iPad, je la trouve un peu moche. Ouais, bon bref, il y en a d'autres au pire. Vous retrouvez Rodrigo chaque semaine dans On refait le Mac et sur son Twitter @Rodrigo. Il est pas loin des 10 000, hein. il fait de la retape chaque semaine. Ça y est, tu as franchi les 10 000 ou pas? Allez, non, oui. Pas Rodrigo. encore. Pas encore. Je suis extrêmement déçu de nos lecteurs. Non, parce que les gens sont intelligents et ils s'abonnent plutôt au Twitter. En tout cas, je sais pas, ils ont tous chez moi. Peut-être elle est passée déjà les 10 000, mais tu as commencé bien avant nous. Je suis à 9349 ce soir. Oui, et puis avec une telle exposition avec LCI, c'est normal. C'est normal. Voilà, et vous retrouvez bientôt, j'espère, dans On refait le Mac, Jack Naon d'Intego, et puis vous le retrouvez en magasin si vous voulez acheter des applications de Jack. Merci Jack d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Oui. À une prochaine fois. Un petit message. Oui, allez sur Intego, www.intego.com. Voilà, c'est fait. Il a fait le job. Produit. Voilà, c'est bien. Les fonds de pension vont être contents. Merci. C'est pas exactement ça. C'est un fonds d'investissement américain qui a pris des parts dans Intego. Voilà, purement et simplement. Bon, voilà. c'est bien. Ça nous permet de nous développer encore plus et d'attaquer le marché américain qui est en fait... Il faut leur parler d'On refait le Mac, Jack. Capital. Oui, je sais. Voilà, quant à nous, on se retrouve soit dans 15 jours, soit dans 3 semaines. En attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.